Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vais parler de pourquoi je suis un absolutiste des proxys, qui est bon, un terme qui veut juste dire pourquoi je veux promouvoir le fait d'utiliser full proxy pour tous les tournois de Legacy, que ce soit LGS ou les plus gros tournois comme le GON ou Eternal Weekend, etc. Et l'indépendance, pour l'indépendance totale de l'organisateur, enfin pour les organisateurs de tournois de Wizards of the Coast. Voilà, donc bon, je suis dehors, donc je m'excuse pour la qualité qui peut être changeante de cette vidéo, mais j'espère que vous ferez avec et qu'il n'y aura pas trop de disturbance. Parce que bon, j'entends, je sais pas si vous l'entendez, le corbeau en haut, mais voilà. Du coup, on va commencer au début. Moi, je suis pour être un absolutiste des proxys, pour le Legacy et en vrai pour tous les formats éternels qui ont des cartes de la réserve list. Et parce que c'est la plus grosse différence par rapport aux autres formats, c'est la différence fondamentale. Parce que les cartes de la réserve list, c'est quoi? Brièvement, c'est des cartes que Wizards of the Coast a promis de ne jamais réimprimer pour des raisons de collection. Et du coup, ils sont bloqués avec ça. Et donc ces cartes-là, comme les Biland, City of Traitor, Tabernacle, Gas Cradle, c'est des exemples de cartes qui sont réellement jouées en masse. Enfin, par exemple, Legacy. Ils peuvent pas les réimprimer, ils peuvent pas se faire de l'argent dessus à cause de leur promesses. Et du coup, ces cartes-là, maintenant, elles valent un prix délirant pour des joueurs occasionnels, pour des nouvelles entrants au format du Legacy. Et c'est une des barrières principales du format du Legacy, parce que il y a deux grosses barrières pour faire venir des nouveaux joueurs, pour intégrer des nouveaux joueurs à ce format-là. Le premier, je dirais que c'est la complexité du format, parce que prends un joueur de standard d'un joueur de Arena, il y a quand même un temps d'adaptation pour commencer à jouer au Legacy. C'est comme le format où, même si il y a les mêmes du fait que, oh là là, XD, tu meurs tour 1, tout ça et tout, bon, ce qui est faux. Oui, des fois ça arrive même plus souvent en ce moment qu'avant, et qu'il y ait des trucs dégueulasses comme Blood Moon tour 1, Upsol Spell qui te tue tour 1, etc. Enfin, assez délirant comme ça. Mais, c'est faux, il y a quand même pas mal de gameplay. Il y a une raison pourquoi les gens jouent au Legacy. Et la plupart des gens qui regardent ces vidéos, et moi compris, on sait pourquoi, Delver, etc. C'est un format très intéressant à jouer, quoi. C'est un certain attrait. Mais du coup, il y a une complexité pour les nouveaux venants, comparé à du standard, comparé à du draft, où les effets sont assez simples, et il y a quelque chose d'assez logique, il n'y a pas d'interaction gratuite comme Force of Will, etc. Donc ça, c'est la première barrière. Et c'est aussi la force du Legacy, quoi. C'est le format de vétéran un peu, avec des effets spicy. Et la deuxième barrière, c'est simplement le prix des cartes, quoi. Le prix des cartes qui est absolument gigantesque à cause des cartes de la réserve list, parce qu'en soi, si on enlève toutes les cartes de la réserve list, Legacy il coûte pas plus cher que le moderne. Peut-être il coûte moins cher des fois sur certains aspects par rapport au moderne. Mais à cause des bilans, des tabernacles, ce genre de cartes, t'as des decks qui sont littéralement, que personne n'a envie d'acheter. Genre on peut jouer Land, par exemple, mais qui a envie d'acheter un tabernacle à 2000 euros? Pareil pour jouer Elf, qui a envie d'acheter 4 KS Cradle à 1000 euros pièce? Enfin, quelqu'un qui est raisonnable, jamais peut se permettre ça, quoi. Pour un hobby, alors, jamais peut se permettre ça, alors que à côté, t'as des formats comme le moderne qui, pour 2000 balles, t'as un deck méta, quoi. Ce qui est quand même extrêmement cher. Mais, pour 1500 balles, 2000 balles, on peut quasiment avoir tous les decks, on peut acheter n'importe quel deck du format, quoi, voilà. Donc ça, c'est les deux grosses barrières du Legacy. Et c'est un peu la raison de pourquoi le format, si on n'autorise pas les proxys, il mourrait petit à petit. Parce que les prix de ces cartes-là, ça va juste monter. Ça va juste monter. Ça va juste devenir de plus en plus cher parce que, pour utiliser des termes un peu scientifiques, c'est quoi le terme exact? C'est l'entropie, voilà. Les cartes
les ressources de cartes. Donc en fait les cartes qui ont été imprimées, surtout que c'est des objets assez fragiles, hein, c'est juste du carton en soi, c'est pas comme de l'or ou des trucs, des matériaux plus solides. Euh, enfin tous les jours, tous les ans, tous les 10 ans, il y a des cartes qui se perdent, il y a des cartes qui sont détruites pour des raisons X ou Y. Ça peut être en général la plupart du temps c'est une catastrophe naturelle. Et parce qu'avant il y avait beaucoup plus de bilans d'avant, hein, mais les gens ils faisaient n'importe quoi, ils faisaient pas attention. Et en fait, les cartes, elles ont été détruites, elles deviennent injouables à cause de l'usure, etc. Et donc le pool de cartes, le nombre de cartes en circulation de réservistes, ne fait que baisser. Donc ça va juste devenir plus cher, parce que c'est la loi du marché, hein, la demande reste la même. Pourtant, la quantité de ressources baisse, donc le prix monte. C'est normal, c'est comme ça que ça marche. Et donc, les prix délirants qu'on a maintenant, ils vont faire qu'augmenter. Donc ça va juste devenir pire. Ça va devenir comme il y a un jour où le Legacy, ça va devenir, si on admet que Legacy existe jusque-là, les decks vont faire le même prix qu'en Vintage actuellement, et les prix de decks Vintage, ils vont ils vont genre doubler, puis être encore plus cher, de plus en plus cher, toujours plus cher. Bref. Donc actuellement, dans l'état actuel, le Legacy est un format qui meurt à petit feu, à cause de cette deuxième barrière, qui est le prix des cartes. Donc ça, c'est le constat actuel. Et du coup, moi, mon argument, c'est, on a perdu le support de Wizards, parce qu'ils peuvent pas réimprimer les cartes, et ils se désintéressent clairement du format. Ils font le strict minimum, et honnêtement, le Legacy, c'est juste, il survit juste grâce à la communauté qui joue, qui est passionnée. C'est eux qui font vivre le format, c'est pas Wizards of the Coast, parce que si on veut un exemple d'un format qui vit grâce à Wizards of the Coast, ce serait le Pionnier, par exemple. Pionnier, format complètement artificiel, dans le sens où ils l'ont créé de toutes pièces, et ils poussent les tournois eux-mêmes, via leur structure de tournoi, pour créer artificiellement de la popularité. Parce que bon, honnêtement, le Pionnier, je pense que la majorité des gens qui jouent au Pionnier, c'est parce que c'est sur Arena, et au début, et c'est parce qu'il y avait des tournois qui qualifiaient pour le Pro Tour. Mais voilà quoi. Et alors que le Legacy, ils font quasiment aucun effort. On a juste un Eternal Weekend où ils ont même retiré maintenant les prix spéciaux, les tableaux spéciaux. Avant, les gens gagnaient un tableau d'une carte iconique. Et c'est même plus le cas maintenant. Donc ils retirent petit à petit du support pour ces formats. Donc c'est pas bon. Voilà quoi. Hein, on est actuellement en machine respiratoire. On est en survie quoi. Voilà. Donc ça, c'est l'état actuel. C'est le constat actuel. Et du coup, c'est quoi? Du coup, moi, j'arrive sur le deuxième point. Pourquoi on n'utilise pas les proxys tout le temps? Ça, c'est l'argument, parce que au final, pourquoi les tournois de Magic requièrent l'utilisation de vraies cartes? Ça, c'est une vraie question. C'est pas philosophique, machin, mais c'est une réelle question. Parce que, tout le monde a proxy quasiment des cartes une fois, et fonctionnellement, le résultat est le même. T'as pris un bout de papier où t'écris le nom d'une carte sur un bout de papier, les deux joueurs comprennent les mécaniques, ce que fait la carte, donc ça marche en fait. Et on peut même aller un peu plus loin. Si on prend les cartes, par exemple, des cartes qui sont miscut, ou des full art, qui ont plus que le nom. Par exemple, il y a le fameux Cryptic Command qui a fait débat à un moment, parce que la carte elle a 4 effets différents, et pour la plupart des joueurs, ils connaissent pas tous les effets de la carte, quoi. Et pourtant, ils ont sorti une vraie carte, une carte officielle qui est jouable en tournoi, full art, où il y a que le nom de la carte en haut, quoi. Il y a que le nom et l'art. Donc, et ça, c'est une carte qui est légale. En quoi est-elle différente d'une proxy sur un bout de papier où on a écrit le nom? Mais fonctionnellement, il n'y a pas de différence, vu que ces deux cartes seraient techniquement légales. Si un jour Wizard of the Coast sort une carte, un art alternatif, et c'est juste un nom sur fond blanc, et quasiment ça avec les cartes de test des sets de test machin, je sais pas comment ils s'appellent,
Bah, c'est quasiment ça, quoi. On est quasiment déjà là, quoi, pour certains arts. Donc, en fait, il n'y a pas de différence. La seule différence, c'est la source de la carte, l'origine de la carte. Qui a produit la carte? Parce qu'il y a les cartes qui sont produites par Wizard of the Coast, les cartes officielles, et celles qui ne sont pas officielles. Et c'est ça la distinction qui est utilisée dans quasiment, enfin, tous les tournois qui autorisent pas les proxys, c'est qu'en fait, il faut utiliser les cartes officielles de Wizard of the Coast. Et c'est ça la seule différence entre les deux. Si un jour, Wizard of the Coast, ils disent que ils produisent des bouts de papier et c'est officiel, c'est les cartes qui peuvent être jouées, voilà, ça devient des cartes jouables. Donc, ça c'est la grosse différence. Parce que si vous allez à un tournoi de cartes, vous faites un tournoi, et que vous vous ramenez qu'avec des proxys, mais c'est des trucs achetés en Chine, et ça ressemble identiquement, elles sont identiques, c'est impossible de percevoir la différence entre une vraie carte et une fausse carte, ça change rien techniquement, vous pouvez les jouer, et c'est bon. Et si vous êtes chopé, vous êtes juste chopé parce que votre carte ne vient pas de Wizard, voilà. Et d'ailleurs, on pourrait même étendre l'exemple à des cartes miscut, par exemple, où ça a été miscut ou des erreurs d'impression, et les cartes sont légales, elles sont jouables. Voilà, un très bel exemple, c'est la Mersuit avec l'Armageddon de Sawatari. C'est un très bel exemple de ça. C'est genre, bon, pourquoi cette carte est une Mersuit qui est jouable? Parce que Wizard l'a dit que c'était ok en tournoi. C'est la seule raison, en soi. Et du coup, pourquoi Wizard force les gens à utiliser uniquement leurs produits pour les tournois? Enfin, la plupart des tournois forcent ça. Déjà, Wizard, c'est évident, c'est pour vendre leurs produits, parce qu'à la base, en fait, tous ces tournois-là qui sont organisés, c'est des événements marketing, en fait. C'est pour faire vendre leurs produits et c'est grâce à ça que les mecs continuent à produire des cartes, et les cartes qu'on achète. Donc ça, c'est la première raison. Pourquoi des vendeurs tiers, tels que des LGS, des Local Game Store, donc par exemple à Lyon, Trollune, même si c'est un mauvais exemple, mais Cartageux, ce genre de boutique, pourquoi eux, ils autorisent pas les proxys? Ça va aussi dans leurs intérêts d'utiliser que des vraies cartes, parce qu'ils vendent ces produits de Wizard, donc c'est intermédiaire. Donc eux, ils veulent vendre des produits, donc d'où l'intérêt de faire des tournois qui vendent leurs produits. Et en fait, si on retrace à chaque fois, quasiment tous les tournois qui sont organisés, il y a un intérêt pour les organisateurs du tournoi, que ce soit direct ou indirect, de vendre le vrai produit. Parce que c'est grâce à ça que les tournois vont continuer, parce qu'il faut que Wizard of the Coast perdure, pour qu'ils produisent de nouvelles cartes, pour qu'il y ait toujours des tournois, etc. Mais pour moi, c'est la seule raison de pourquoi les tournois demandent des vraies cartes. C'est la seule raison. Le truc ici, c'est que en Legacy, bon, il y a quand même il y a quelques changements. Par exemple, avec Modern Horizon qui fait acheter quelques cartes, mais c'est minimal. En vrai, les decks en Legacy changent assez peu. C'est un des attraits du format d'ailleurs. C'est que Delver, il existe toujours, même si ces menaces sont pas mal changées. Qu'est-ce qui a changé? C'est genre un tiers du deck. Et ça a changé en 10 ans. Donc ça a pas complètement changé. Et Land, c'est pareil. Ad Nauseam Tendrils en Storm, c'est le même deck depuis 10 ans. C'est le même deck, carte pour carte, quasiment. Enfin, le side. Donc, ouais, voilà. Donc, en Legacy, c'est pas le format qui fait vendre des cartes. C'est pour ça que Wizard s'en fout d'ailleurs. Et en plus, il y a toutes les cartes réservistes que Wizard ne peut pas faire vendre. C'est pas possible pour eux, ils peuvent pas le faire. Du coup, en fait, quand on regarde honnêtement, il n'y a aucune incentive, c'est mon anglais, il n'y a aucun intérêt pour les boutiques de jeux de cartes d'organiser des formats en tournoi Legacy. Il n'y en a aucun, si on regarde d'un point de vue objectif. Tous les autres formats sont mieux, parce qu'ils vendent des vraies cartes. Et d'ailleurs, ça se voit. Des boutiques qui organisent du Legacy, c'est la minorité, c'est pas la majorité. Mais, moi, mon argument, c'est qu'il y a un intérêt à organiser Legacy, puisqu'en fait, une boutique n'existe jamais dans un vacuum. Donc, il y a toujours un univers un peu autour. Il y a les joueurs, il y a la demande. Donc, ça, c'est le premier point. C'est qu'il y a des gens, ils veulent jouer en Legacy. Ils demandent des tournois Legacy. Donc, il y a de la demande. Donc, ça, c'est le premier point.
Le deuxième point, c'est que dans la plupart des villes, il y a de la compétition entre les shops pour organiser des tournois. Parce que la population de joueurs qui ont des tournois, enfin qui veulent jouer à Magic, elle est limitée en temps et en argent. Donc par exemple, si vous organisez des tournois, si deux boutiques organisent un tournoi de standard à la même heure, le même jour, bah, ils divisent par deux leur profit, quasiment. Enfin, ça, j'aurais dû de manière brève. Il y en a un qui gagne et l'autre qui perd. C'est pour ça que, vous voyez, les boutiques, souvent s'organiser, et ça se fait naturellement, elles vont définir des formats pour faire leur tournoi, elles vont essayer de choisir des horaires différentes pour pas être en compétition, parce qu'en fait, elles sont déjà en compétition, mais pour avoir leur pool de joueurs qui veulent jouer au format. Donc ça c'est la deuxième raison. Donc par exemple, si vous arrivez dans une ville, vous voulez ouvrir une boutique, mais toutes les boutiques font déjà tous les tournois. Elles font déjà tous les formats. Le moderne, le DC, le standard, les drafts. Ils font déjà tout. Et ils sont déjà préétablis, ils ont un avantage compétitif sur vous. Bah du coup, il y a un intérêt, s'il y a de la demande pour des tournois de Legacy, il y a un intérêt pour une boutique d'ouvrir un tournoi en Legacy, et du coup, ça permet de taper dans une nouvelle population de joueurs qui sont intéressés pour jouer en Legacy. Et ils sont intéressés que pour jouer en Legacy, des fois. Hein, parce que bon, je vous connais, hein, il y a des gens, ils jouent que en Legacy, quoi. Ils s'en foutent des autres formats. Moi, j'en fais quasiment partie, quoi. Parce que je trouve que c'est le format le plus intéressant. Du coup, ça, c'est les arguments de pourquoi il y a un intérêt à avoir quand même des tournois en Legacy. Le problème qui se pose, c'est que il y a ces barrières économiques. Donc, le problème en n'autorisant pas les proxys pour les petits stores et pour les gros tournois, hein, parce que ça compte pour les deux, c'est que la barrière d'argent est très haute et ça réduit le nombre de joueurs qui veulent jouer au tournoi. Et j'ai déjà établi juste avant que le store, il va pas vendre beaucoup de cartes pour Legacy, hein, parce que les decks ne changent pas beaucoup. C'est pas comme le standard qui change régulièrement. Donc les cartes ne changent pas beaucoup, les joueurs vont acheter peu de cartes. Et les cartes réservistes, bon, il y a la possibilité de faire de l'achat-revente de cartes de singles, mais c'est pas le meilleur modèle économique. Hein, en général, on préfère vendre des boosters. Enfin, je connais pas, je sais pas exactement. Voilà. Du coup, la raison c'est, mais quel intérêt du coup de faire le tour en Legacy, parce que bon, même s'il y a ces avantages compétitifs, donc taper de nouvelles populations de joueurs, etc. C'est quoi les avantages? Il faut réfléchir un peu, et en fait, il y a d'autres moyens de financer, et en fait, de se financer. Donc déjà, les joueurs payent l'entrée du tournoi. Alors c'est vrai que pour une boutique, c'est pas grand-chose. Hein. Par exemple, à Trollune, c'est 7 €. Bon, 7 €, il y a, je sais pas, une vingtaine de joueurs qui payent 7 € une fois par semaine. Ça fait, rapidement, ça fait 140 € x 4. 140 € x 4, ça fait 280 x 2, 500. Allez, on va arrondir à 550 € par mois. Bon. Sachant qu'en fait, ils vendent des produits, quoi, parce qu'ils donnent des bons d'achat, par exemple. Bon, c'est pas, pour une boutique, ça peut paraître beaucoup, mais c'est pas tant que ça, honnêtement. Hein. C'est pas grand chose. Mais ces joueurs-là, ils sont fidélisés à la boutique. Parce que déjà, c'est tout dans l'intérêt. Si les joueurs aiment bien le tournoi en Legacy, c'est dans leur intérêt de garder la boutique en vie pour continuer à jouer au tournoi. Donc souvent, en fait, ça s'appelle la fidélisation, quoi, des joueurs. Et ils vont volontiers acheter d'autres produits pour faire vivre la boutique. Donc par exemple, acheter des sleeves pour leur deck, ils vont essayer en général, ils vont préférer acheter, s'il y a une petite réflexion derrière, ils vont préférer acheter ces sleeves à la boutique. Comme ça, la boutique se fait de l'argent et elle continue à organiser les tournois. Et par exemple, un bel exemple à Trollune, acheter des jeux de société, acheter des bouquins. Parce que la boutique, souvent, le petit shop, ils vendent pas que des cartes.
ils vendent les matériels qui va avec les cartes, les sleeves, etc. Et des fois, ils vendent d'autres produits, comme des mangas, des livres, des jeux de société pour Trollune, voilà, ou des figurines Warhammer. Souvent, ouais, elles vendent plus que autre chose. Donc, cette population fidélisée de joueurs, ils vont acheter d'autres produits. Et ils vont pas acheter des cartes. Donc, parce qu'il n'y a pas de cartes à acheter, de toute façon. Du coup, c'est quoi l'intérêt pour cette boutique d'avoir cette restriction arbitraire de pouvoir utiliser que des cartes officielles? Vu qu'ils vendent pas de cartes officielles, ils ont plus d'intérêt, il y a plus de bénéfices à se faire pour la boutique d'avoir cette restriction arbitraire. Et du coup, s'ils lèvent cette restriction, donc il n'y a plus besoin, on peut proxy les cartes, bah on enlève mais complètement cette barrière d'entrée qui est financier, qui est le prix des cartes. On enlève complètement cette barrière-là, mais en plus de ça, en plus d'être, parce qu'avant c'était un désavantage, c'était une barrière d'entrée au format, maintenant c'est une force du format, parce que par rapport aux autres boutiques qui demandent d'avoir des vrais decks, ça veut dire qu'en fait pour participer à des tournois de standard, de moderne, etc., en fait il y a un prix, un coût supplémentaire, c'est d'acheter le deck en amont. Et des fois c'est chiant parce que on n'a pas joué au format, et on est obligé d'acheter d'abord un deck pour ensuite tester si le format nous plaît ou non. Donc en fait, on investit ça peut être énormément d'argent pour certains individus pour être pas sûr que... Donc c'est une barrière d'entrée en fait, ces prix de deck. Et là on retire ça complètement et on dit, bah t'inquiète, pour 2-3 euros là, tu t'imprimes ton deck, t'achètes des sleeves, donc ça va te coûter, allez, ça va te coûter 15 euros, et t'as n'importe quel deck, et en plus bah, tes sleeves elles peuvent être réutilisées, tu peux te faire n'importe quel deck quand tu veux, tu peux changer tes cartes pour des super libres. Donc ça devient, par rapport aux autres formats qui ont cette restriction d'utiliser des vraies cartes, ça devient un avantage compétitif pour la boutique qui organise le tournoi. Et cet avantage, moi c'est ce que je dis, c'est que cet avantage, il faut le promouvoir. Full proxy, c'est un avantage, faut le dire, pour attirer plus de joueurs, voilà, il faut le mettre en avant. Parce que c'est vraiment un avantage. En plus d'être du legacy. Donc, et retirer cette barrière et devenir un avantage compétitif, ça permet d'attirer plus de joueurs, et donc plus de joueurs qui viennent jouer le tournoi, égale plus de fidélisation. Donc bon, déjà, on se fait plus d'argent sur juste les tarifs, les entrées de tournoi, mais ensuite ces joueurs-là, ils vont potentiellement être fidélisés et acheter plus de produits. Donc ça fait juste plus d'argent. Je pense que si on fait juste un différentiel, on fait une comparaison, ça rapporte plus d'argent à la boutique qui organise des tournois de Legacy ou de Duel Commander ou de Vintage de rendre l'accès libre, complètement gratuit, parce que ces joueurs-là, ils vont acheter plus de produits. Donc ça, c'est mon avantage. Et ça, du coup, c'est pour les petites boutiques. Mais il y a ensuite les plus gros tournois. Et en fait, là, pour moi, il reste toujours une barrière. Parce que des joueurs qui sont un peu spiky, qui sont un peu compétitifs, souvent le problème qu'ils vont avoir avec ces tournois, c'est ok, je peux avoir mon deck full proxy à mon LGS, Local Game Store, mais je pourrais pas prendre ce deck-là et le jouer pour les plus gros tournois. Et moi, j'ai envie c'est joueurs compétitifs, donc ils traînent dans la petite boutique pour les plus gros tournois. C'est un peu comme, c'est comme quasiment tous les sports, hein. Vous faites comme ça, vous entraînez, chaque semaine vous entraînez aux séances d'entraînement pour ensuite aller faire des plus gros tournois, et c'est là que vous pouvez, c'est pour démontrer un peu l'apprentissage, ses compétences, quoi. Voilà, d'un point de vue de joueur compétitif, bien sûr, hein. Et là, c'est pas possible parce que, pour faire les vrais tournois, il va falloir acheter le deck qui vaut plusieurs milliers d'euros. Alors souvent, ça c'est l'avantage du Legacy, c'est que les communautés sont souvent très altruistes. Il y a beaucoup d'aide pour fournir, prêter les cartes, etc. Mais ça reste comme une barrière parce que il faut être ami avec les gens, etc. Et c'est pas sûr qu'il y a des cartes, etc. Donc ça rajoute des barrières supplémentaires. Et par exemple, même moi qui suis dans le format depuis des années, moi je peux pas jouer n'importe quel deck. Je peux pas me dire ah ok, ce deck Elf me paraît bien placé, je vais tester, parce que j'ai aucune idée si j'aurai accès au Gaze Cradle et aux autres cartes. Aucune idée, en fait, j'en ai aucune idée.
Donc ça, c'est une autre barrière. Et donc ça restreint quand même un minimum les cartes. Mais ça, c'est pour les plus gros tournois. Et c'est dommage, parce que c'est une barrière supplémentaire qui est un peu artificielle, parce que cet intérêt pour Local Game Store et pour les organisateurs indépendants pour les plus gros tournois, ils ont quasiment pas d'intérêt de Wizard, ils ont quasiment aucune aide. Parce que bon, voilà, ça c'est l'autre argument, en fait c'est l'argument qui est contre passer en mode proxy absolutiste pour tous les tournois, c'est que si il y a des aides de Wizard, forcément ça veut dire que c'est une aide de Wizard, il y a un intérêt d'avoir des vraies cartes, parce que sinon Wizard il va pas vous supporter, il va pas supporter des gens, qui... Excuse-moi, hop, c'était l'arme. Il va pas supporter des gens qui achètent pas les cartes en vrai, quoi. Voilà. Donc, il y a une perte de l'aide de Wizard. Il y a une perte de l'aide de Wizard of the Coast pour ces tournois-là. Mais du coup, il faut évaluer. Ok, on perd l'aide de Wizard. Mais c'est quoi le trade-off? Si on gagne beaucoup plus de joueurs, au final, est-ce que ça vaut pas plus le coup? Parce que de toute façon, bon, ok, il y a l'aide de Wizard, mais s'il y a personne pour jouer le format, parce que le format est trop cher, ça sert à rien, il n'y a plus de joueurs de toute façon. Donc, c'est bien d'évaluer le trade-off. Et le fait, si tous les organisateurs d'un coup ils passent en mode full proxy, ça permet d'avoir tout le circuit en fait qui part donc du plus petit point, donc du local game store, de l'individu, ensuite du local game store à des tournois plus gros. Si tout devient proxy, tout devient unifié avec les mêmes règles pour les proxys, donc pour moi être un absolutiste, c'est-à-dire toutes les cartes main deck et toutes les cartes de side ont le droit d'être proxy, ça permet d'avoir un circuit cohérent et d'avoir donné la confiance aux joueurs du format que peu importe ce qu'ils font, peu importe où ils sont, peu importe quel endroit du globe, leur investissement dans le format en jouant qu'avec des proxys, il va être récompensé, il va pas être perdu, voilà, parce qu'ils peuvent jouer partout avec des proxys. Donc ça c'est mon argument d'être absolutiste pour tout, partout. Et du coup ça répond à l'autre argument de ouais mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que on peut pas par exemple proxy les cartes de la réserve list? Parce que en réalité c'est elle le problème. Le souci c'est que peu importe le nombre de cartes qu'on autorise à proxy pour un deck ou quel type de carte, tant que Wizard n'est pas d'accord avec ça, donc c'est-à-dire proxy des cartes de la réserve list ou proxy d'autres cartes, tant que Wizard n'est pas d'accord avec ça, on perd l'aide de Wizard dans tous les cas. Donc qui est une proxy, une demi-proxy, ou toutes les proxys, ça change rien. On perd le support de Wizard dans tous les cas. Donc, quitte à perdre le support de Wizard et leurs aides, autant aller full proxy, parce qu'au moins, le problème c'est juste la barrière d'entrée en fait pour les joueurs. C'est juste ça le problème à la base. Donc, pour moi, c'est pour ça que vaut mieux être en full proxy, en absolutiste. De toute façon, vous n'avez pas les aides de Wizard, c'est déjà perdu. C'est pour ça, par exemple, il y avait un exemple récent d'un tournoi old school qui s'est organisé, qui est d'ailleurs très touché par cette problématique de proxy. Et ils autorisaient des proxys. Mais ça fait pas de sens. Moi, il me manque pas 10 cartes pour faire un deck old school. Il me manque 40 cartes en fait. Parce que le deck old school, il joue 4 bilans de chaque, ça joue des cartes qui coûtent une blinde absolue. C'est injouable pour moi. C'est pas avec 10 proxys que ça va le faire. Donc, je suis pas du coup, je peux pas rentrer dans le tournoi. Mais en même temps, ils ont autorisé des proxys. Donc, Wizard, il va pas sponsoriser le tournoi, il va donner 0 aide. Donc, ça marche pas, en fait. Donc, en fait, pourquoi 10? Pourquoi un nombre arbitraire? C'est tout, voilà. Pour moi, c'est pour ça. C'est tout ou rien. T'as l'aide de Wizard ou t'es indépendant de Wizard. Mais c'est les entre-deux, les compromis d'entre-deux. Il n'y a pas de raison de faire le compromis en premier lieu. Je suis pour les compromis quand il faut, mais il n'y a pas en premier lieu, donc ça fait pas de sens. Voilà. Donc c'est pour ça que moi je veux tout proxy. Bon. Et pour les LGS, j'ai plus ou moins fait tout mon argument pour les local game store. Et en vrai, on voit, ça se fait déjà. Par exemple, Trollune, c'est un très bon exemple de, ça marche très bien.
depuis qu'ils ont autorisé les proxys, de ce que j'ai entendu, le nombre de joueurs a juste augmenté. Et je crois que, enfin, si on regarde les courbes de joueurs, enfin le nombre de joueurs en moyenne, je pense que la tendance, elle est plutôt, enfin, elle est soit stable, soit elle monte. Donc, parce que bon, vous prenez, si vous valorisez le fait que c'est full proxy, un nouveau joueur, quelqu'un qui s'intéresse à Magic sur Lyon, il est en mode, attends, mais il y a un tournoi qui est gratuit, je peux jouer à Magic. Et c'est gratuit, quasiment. Pas besoin de deck. Bah, je vais tester là-bas. Alors bon, le problème, c'est qu'on perd pas mal de ces joueurs-là, parce que, bon, ils arrivent, ils font, oh, mode, c'est un joueur casual, en mode, ah, bah, je vais tester et tout. Bon, ils se font démonter, ils se prennent Upsell Spell, ils perdent tour 0, puis ensuite, ils se prennent un Emrakul tour 2. Bon, ils sont en mode, bon, c'est quoi ce format de fou furieux, je me casse. Voilà. Mais il y en a qui sont suffisamment valeureux pour continuer de jouer. Et ben, eux, c'est un joueur à rajouter, quoi. Voilà. C'est un joueur fidélisé. Parce qu'ils sont là en mode, ils apprécient, c'est des gentlemen de Magic, et ils apprécient le vrai goût d'être un sorcier puissant. Voilà. Bon. Mais du coup, pour les plus gros tournois, bon, il y a d'autres problèmes, parce que il faut financer ces gros tournois, hein, c'est pas gratuit. Alors, une grosse partie du financement, ça se fait via les frais d'inscription. Mais s'il suffisait que de ça, ce serait vraiment simple. Mais il faut un peu plus. Et du coup, souvent, ces financements alternatifs, bah, soit ça vient par des sponsoring type card market, des vendeurs, en fait, ils louent des places pour les shops, pour venir pour les shops, pour les artistes, etc., pour qu'ils viennent faire leur business. Et c'est tout un écosystème. Et il y a également, et après il y a le sponsoring de Wizard, souvent. Mais là, du coup, on perd le sponsoring de Wizard. Et un argument que vous pouvez faire, c'est, ok, vous faites le gros tournoi, vous récupérez, par défaut, vous récupérez plus de joueurs parce que c'est full proxy, donc, enfin, entre pas de proxy, full proxy, bon, il y a peut-être des joueurs qui viendront pas jouer parce que ils sont, enfin, moi je vais dire, ils sont stupides, ils sont les proxys, c'est pas de vraies cartes. Bon, enfin, pourquoi t'essaies de, enfin, je comprends pas l'argument logique, il y a aucun argument rationnel à ça. C'est genre, tu viens jouer à Magic compétitivement, enfin, pour les échecs, les gars, que votre échiquier, il soit fait en bois, ou que ce soit en plastoc de merde, ça change pas le fait que vous jouez aux échecs, voilà. C'est un peu le même chose ici. Et en vrai, je pourrais même faire l'argument de, bah les gars, ton deck il est pas full foil, qu'est-ce que tu viens jouer avec moi? Bon, ça veut rien dire, quoi. Voilà. Pourtant, c'est équivalent, hein. Donc, mais les shops, eux, ils veulent vendre des cartes, ils veulent vendre de vraies cartes en général. Effectivement, et ça peut être un problème. C'est probablement moins intéressant pour les shops de venir si les gens, ils ont plus besoin d'acheter des vraies cartes. Après, le truc, c'est que, enfin, c'est pas parce que du jour au lendemain, on passe en full proxy que les gens, ils vont venir, ils vont soudainement, tout le monde va abandonner ses vraies cartes, ils vont venir qu'avec des proxys. Enfin, parce que déjà, il y a la communauté de base qui existait déjà, qui viennent avec des proxys, enfin, qui viennent avec des vraies cartes. Et il y a des joueurs, ils viennent que avec des vraies cartes, ils aiment pas jouer avec des proxys. Je peux comprendre pourquoi, mais ils existent. Donc ces joueurs-là, ils vont toujours acheter des vraies cartes. Ensuite, toutes les cartes qui sont autorisées dans d'autres formats, hors réserve list, ils ont toujours une valeur, hein. Elles ont pas disparu, la valeur des cartes. C'est pas parce que d'un coup le Legacy l'autorise full proxy que d'un coup, bon bah ma Psychic Frog qui jouait x4 en moderne en des decks tier méta, bah elle vaut plus rien, quoi. Non, les joueurs sont toujours intéressés pour avoir de vraies cartes. Ils sont toujours intéressés. Donc, il y a toujours un intérêt ici, parce que les joueurs, ils jouent pas qu'un seul format, ils en jouent à plusieurs. Bon. Mais je suis d'accord, l'intérêt diminue. Mais après, les joueurs, ils aiment bien bling leur deck. On peut les voir, hein, les joueurs qui jouent des decks full foil. Et en soi, on peut considérer qu'une vraie carte par rapport à une proxy, on peut voir ça comme foilé. En fait, c'est l'équivalent d'avoir une carte foil par rapport à une vraie carte. C'est bling, tu vois. C'est une vraie carte. Je n'utilise pas... c'est une carte officielle. Donc elle a de la valeur ajoutée. Ou, également, on peut vendre des proxys de bonne qualité. Des proxy foil. Des proxys qui... ou avec des alternates. Donc en fait, il y a un nouveau marché qui se crée. Parce qu'on a le droit... D'un coup, soudainement, on a le droit de vendre des produits qui viennent pas de Wizard. Donc, rien n'empêche à un shop,
Alors bon, bien sûr, c'est spécifiquement pour ce tournoi-là, mais si ça devient universel, les tournois full proxy pour Legacy, bah, ils vont faire l'effort, t'inquiète, d'aller acheter des proxys en Chine et puis de les revendre en France et d'avoir des proxys stylés. Donc, ça crée un nouveau marché pour des cartes proxy alternate. Donc en fait, des contrefaçons, hein, faut le dire, voilà. Mais si la contrefaçon devient officielle, c'est plus une contrefaçon. Enfin, ça devient légal et autorisé, c'est plus une contrefaçon. Et du coup, ils peuvent vendre ça. Bon, ça va pas plaire à Wizard, mais on s'en fout. Ils supportent pas le format, ils sont pas liés, aucun lien, et on a le droit, enfin, il y a le droit de vendre. Enfin, ça dépend des lois en vigueur, mais moi, je vois pas le problème. Hein. Et il faut faire en fonction des lois, mais normalement, je crois que c'est autorisé dans la plupart des pays. Et de toute façon, parce que c'est autorisé pour les artistes de vendre des tokens, des trucs comme ça. Donc, enfin, c'est autorisé. Voilà. Donc, il y a une nouvelle part de marché qui se crée pour vendre des cartes comme ça. Et en vrai, la boutique, eux, quand ils vendent des cartes à l'unité, par exemple, genre des cartes de réserve liste, ils l'ont acheté au préalable. Donc, la marge de coût, c'est la même pour eux, en général. Et c'est même plus simple de vendre des proxys, parce que bon, les cartes sont beaucoup moins chères à acheter, et du coup, il y a beaucoup moins de réticence pour les joueurs d'acheter des proxy foils, des actes alternates, etc. Donc je pense que même si on commence à passer sur un système où les gens vendent des proxys, je pense qu'ils vendront même plus de cartes. Éventuellement, ça va pas se faire immédiatement, parce qu'au début il y a une réticence, et il faut accepter que le marché il change. Mais éventuellement, pour moi, je pense que les boutiques vendront plus, se feront plus de bénéfices, éventuellement, puisque le prix des cartes sera beaucoup plus bas. Et du coup, les gens, ils sont plus prêts de dépenser un peu plus d'argent. Bon, après, c'est juste théorique, et il n'y a même pas besoin de prendre ça en compte pour accepter l'argument. C'est juste un petit bonus. Et ensuite, également, les artistes qui, eux, vendent des tokens, mais giga stylés. Enfin, on les voit, les joueurs, hein. Moi, je les vois, hein, qui achètent des tokens, qui veulent les utiliser, etc. Bah, imaginez que ces tokens, ça devienne des vraies cartes qui peuvent être jouées en main deck. Imaginez qu'on peut avoir un Ponder ou un Brainstorm, un Swordtoplecher, un Thassa's Oracle qui soit fait par un artiste qui est un petit chat. Je sais pas, enfin je dis ça, un petit chat ou n'importe quoi. Mais c'est giga stylé en fait. Et du coup, ça va donner une grosse incentive, un réel intérêt pour ces artistes de venir et vendre leurs cartes. Parce que du coup, enfin vendre leur contrefaçon, hein, leur proxy quoi. Et c'est un réel intérêt, ça supporte les artistes, etc. Et ça supporte tout l'écosystème de Magic qui se construit autour. Ça supporte tout simplement pas Wizard of the Coast. Bon. Mais de toute façon, ils portent aucun intérêt au format, ils vont pas vivre le format. Donc on n'a pas besoin d'eux. Voilà, c'est tout mon argument. Quoi. Donc pour moi, il y aura peut-être une transition qui va être un peu dure, court terme, sur les premiers tournois qui sont faits en proxy. Parce qu'il y a la réticence des joueurs en mode... il y a certains joueurs qui viendront pas faire le tournoi parce que c'est full proxy, je joue pas contre des fausses cartes. Soit. Donc on perd quelques joueurs, on va en gagner de toute façon parce que il y a les joueurs qui vont être en mode c'est gratuit, enfin le deck est gratuit, je peux venir. Parfait. Ensuite, au niveau des shops, c'est possible que court terme, leurs chiffres baissent un peu. Je n'exclus pas cette possibilité, mais pour moi, long terme, donc je vise, quand je dis long terme, c'est quoi? C'est 3-4 ans, 3-5 ans, à force de faire des tournois, ils vont vendre plus de cartes pour moi. C'est ce que je prédis. Pas forcément, hein, mais moi je prédis qu'ils vendront autant ou plus de cartes. Parce qu'il y a plus de joueurs aussi au tournoi. Donc il y a plus de gens qui sont intéressés pour acheter des cartes. C'est tout dans leur intérêt aussi d'avoir plus de joueurs, plus de gens, plus de potentiels acheteurs. Donc, enfin voilà. Pour moi, tout fait sens. Tout le système fait sens. Et il faut juste le restructurer. Et en soi, quand on regarde ce qui se passe, c'est déjà plus ou moins... Enfin, ça transitionne déjà un peu comme ça. Hein. C'est déjà un peu le cas, en fait. Donc pour moi, c'est juste aller dans la conclusion logique des choses et accepter et se détacher de Wizard et faire, du coup, dans ce nouveau paradigme, faire en fonction. Voilà. Ensuite, les derniers arguments qu'il pourrait avoir contre le fait de full proxy les formats, contre le proxy absolutisme, c'est au niveau du judging des cartes. Parce que du coup, bon, il paraît que c'est plus galère
avec des proxys. Alors bon, moi je trouve ça que cet argument est complètement absurde, même s'il m'a été fait, parce que si on est proxy absolutiste, du coup il n'y a plus besoin de checker si c'est une vraie ou une fausse carte, parce qu'on s'en fout. Il faut juste que le seul truc que le judge il doit checker maintenant, c'est est-ce que la carte est marquée ou non. Mais il s'en fout de sa provenance. Donc ça fait un truc en moins à checker. Donc en théorie, c'est juste plus simple, si on prend juste cet aspect-là. Donc, il check juste que la carte est marquée ou non. Et du coup, si on est en full proxy, et pas seulement 10 ou seulement 20 ou un nombre arbitraire, bah ça veut dire que maintenant, plus personne n'a aucune excuse, même financière, personne n'a aucune excuse pour avoir des cartes marquées dans leur deck. Parce que par exemple, un exemple de marquage qui peut se faire, c'est bah, j'ai des vraies cartes avec une inner sleeve, et je joue aussi des proxys, où il n'y a pas d'inner sleeve. Avec un bout de papier, avec une carte qui utilise le dos, etc. Voilà. Et c'est genre, bah, si on est, s'il y a un nombre limité de proxys, bah, tu peux faire l'argument de, bah, ces cartes-là sont trop chères, je suis obligé d'utiliser 2 formats différents pour mes cartes. Je suis désolé, je peux pas faire autrement. Ce qui peut se comprendre, mais du coup, fais pas le tournoi si ta carte est marquée. Hein, voilà, t'es quand même un tricheur. Ça, bon, c'est pas un super argument dans tous les cas. Mais là, du coup, il y a encore moins d'arguments parce que si on a droit à full proxy et que tu peux pas mettre de vraies cartes parce que sinon ça va marquer tes cartes, même involontairement. Bah, juste full proxy ton deck en fait. Utilise le même procédé. Tu veux pas me dire financièrement il y a un problème. T'imprimes ton deck, ça te coûte 2-3 euros, c'est moins cher que d'acheter le vrai deck. Tu mets que des sleeves, tu utilises le même procédé pour tout. Et à partir de là, bah il y a pas de, tu utilises le même procédé pour toutes les cartes. Donc c'est la même chose. C'est la même chose. Donc il n'y a pas d'excuse en fait possible pour avoir un deck marqué. Et que ce soit des vraies cartes, enfin peu importe comment la carte est conçue en soi, tant que le deck respecte tout ce qu'on doit suivre, c'est que le deck respecte, qu'il soit pas marqué, que ce soit des cartes qui soient jouables, ça peut être puisse être slivé en gros. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire en fait. Hein. C'est tout. Donc pour moi il n'y a pas d'argument à ce niveau-là. Pour utiliser pour les judges. Côté judge, je pense que c'est plus simple même d'avoir si on a un proxy absolutiste, je pense que c'est la même chose. Un autre argument que j'ai entendu, c'est si on perd le support de Wizard pour l'organisation des tournois côté judge, donc pour savoir s'il y a on peut pas utiliser du coup les systèmes qui sont mis en place par Wizard pour, par exemple le pairing, utiliser des compagnons, tout ce genre de choses. Alors déjà, bon, pour compagnon, bon, je sais ce que les gens disent sur compagnon. En vrai, ça marche de mieux en mieux, hein, donc ça c'est pas mal. Mais il existe plein d'autres applications pour mettre en place des tournois qui sont gratuites sur Internet pour faire les pairings, qui marchent extrêmement bien. Moi, par exemple, ce que j'utilisais avant à échelle plus réduite, c'est Challonge. Mais il y en a plein d'autres. Je sais que j'avais fait un tournoi, le Sideboard 2, un tournoi de Pauper à Lyon, qui utilisait, je me rappelle plus, mais il y a MTG Melee pour faire du pairing. Voilà, donc tous ces tournois-là, ça marche comme compagnon. Il n'y a même pas besoin de télécharger une application. Ça peut se faire via un navigateur internet que tous les téléphones portables, tous les smartphones ont. Et de toute façon, ça marche pas. Hein. Il y a toujours le côté, ça peut toujours se faire via un vidéoprojecteur ou un écran, ou demander au judge directement pour les pairings, même si c'est vraiment pas idéal, ou imprimer le pairing. Et ça existe, c'est gratuit, n'importe qui peut utiliser ces systèmes, donc voilà, il n'y a pas besoin de passer par compagnon. Ensuite, on n'est pas lié au système de judging, donc on n'a pas la liste des joueurs qui sont bannis, etc., des joueurs qui ne sont pas autorisés. On s'en fout. On n'est pas lié à Wizard de toute façon, donc on n'a pas besoin de suivre leurs règles. Et donc, effectivement, ça va être chiant parce que les premiers tournois, il y aura des joueurs, des tricheurs qui ont été bannis, qui vont pouvoir revenir et potentiellement tricher de nouveau. Bon, ça c'est malheureux, je suis d'accord, mais bon déjà, ça fait de nouveaux joueurs qui viennent au tournoi, même si c'est pas les joueurs qu'on veut. Bon, c'est le pire argument possible que je peux faire, mais voilà. Mais, numéro 2, s'ils retrichent de nouveau, c'est pas trop compliqué en vrai. Hein. Vous faites une spreadsheet, vous créez un fichier que vous sauvegardez,
vous bannissez le joueur parce qu'il vient de tricher dans le tournoi, il s'est fait choper par les judges, et il est plus autorisé pour faire le tournoi. C'est possible de faire ça en interne, en local. Et en vrai, avec de la chance, peut-être que le joueur s'est reformed, hein, peut-être qu'il s'est guéri, qu'il veut arrêter de tricher, bon, peut-être pas, hein. Et peut-être qu'il vient faire les tournois, et voilà, on a juste gagné un nouveau joueur. Rédemption. Bon. Même si j'y crois pas tellement, mais voilà, hein, c'est tout à fait possible. Et donc, c'est juste que tous les systèmes qui sont utilisés par Wizard pour traquer les joueurs bannis, organiser les tournois, organiser, peut-être faire un classement, je sais pas, à l'année, des tournois, faire quelque chose comme un système d'élo, je sais pas, ce genre de choses, tout ça peut être fait individuellement, enfin, de manière, j'appelle ça privatif, donc c'est-à-dire que l'organisation, l'association, les organisateurs de tournois peuvent faire ça de leur côté de toute façon, et ça demande effectivement un peu plus de travail, mais si on compare si on dépare les avantages des inconvénients, clairement, est-ce que vous voulez avoir 50 joueurs de plus à votre tournoi et manuellement rentrer les joueurs de certains joueurs bannis et de devoir apprendre à utiliser challenge ou un truc comme ça pour faire votre pairing ou pas? Enfin, je vous laisse le choix, hein. Pour moi, le choix il est vite fait. C'est pas grave, hein, je vais mettre 1 heure de plus à apprendre ça, à noter ça, si ça doit prendre 1 heure de plus d'ailleurs. Et puis voilà. Et puis, si ça permet d'être indépendant de Wizard et de pouvoir fonctionner de manière indépendante, pour moi c'est tout bénef. Pour moi c'est juste tout bénef. Donc voilà, j'ai plus ou moins cité tous les points très importants que je voulais citer. Donc maintenant, bon, ma question à moi c'est, la dernière question c'est, ok, comment on fait pour mettre en place, être un proxy absolutiste, essayer de mettre en place ça partout? Tout simplement déjà, si vous êtes un joueur, proposez l'idée et puis, enfin, donnez les mêmes raisons au propriétaire de votre shop et proposez-lui d'organiser un tournoi en full proxy. Vous expliquez pourquoi ça vaut le coup pour lui. Et après, bon, faut voir avec lui s'il est prêt à abandonner, oui ou non, les aides de Wizard pour ce tournoi-là. Parce que bon, du coup, c'est le sacrifice qu'il faut faire, hein. C'est quand on est indépendant de Wizard of the Coast, et ben, il faut assumer. Et on perd les avantages qu'il y avait avec. On peut pas avoir les deux, hein. Et vous le dites, bon, go essayer pendant 3 ou 4 mois de mettre en place un tournoi. Occupez-vous, aidez votre proprio du shop à promouvoir le tournoi et mettez en avant que c'est full proxy. Mettez-le en avant parce que c'est ça qui va attirer des joueurs. Et essayez de puber ça un peu partout. Pour moi, c'est ça la partie la plus importante. Il faut vraiment utiliser les avantages compétitifs que vous avez. Il faut les mettre en avant, quoi. C'est important. Donc ça, c'est d'un point de vue d'un player. Donc si vous avez un shop qui est prêt à organiser des tournois, voilà, aidez-le pour faire ça et à passer en full proxy. Si vous êtes le propriétaire d'un shop, c'est la même chose, hein. Vous n'avez pas besoin des joueurs pour avoir donné l'idée. J'ai donné tous les arguments dans cette vidéo pourquoi ça vaut le coup. Et ça va prendre peut-être du temps, mais c'est comme tout, hein. Tous les business, ça marche comme ça. Donc ça va prendre un peu de temps, mais s'il y a de la demande, parce que bon, des fois, c'est possible, hein. Il n'y a pas de demande, hein. Personne n'a envie de jouer en Legacy. Personne n'a envie de jouer en Vintage. Personne n'a envie de jouer en DC. Bon, ça, j'en doute. Mais, tant pis, hein. Il n'y a personne, il n'y a pas de demande, hein. C'est comme ça. C'est la dure réalité du marché, parfois. Donc ça, c'est si vous êtes le propriétaire d'un shop. Et si vous êtes le propriétaire, les organisateurs d'un tournoi à plus grosse ampleur, pareil, hein. Il faut puber. Et il faut mettre en avant que c'est full proxy. Il faut le mettre en avant. Et quand vous discutez avec les shops qui viennent, les possibles shops qui viennent venir au tournoi, louer des places pour des shops, expliquez-leur que non, c'est pas parce que c'est full proxy qu'ils vont faire 0 bénéf. Et leur expliquer que ça vaut le coup peut-être de venir, et peut-être ça vaut le coup d'investir dans des proxys, quelques proxys
des contrefaçons en gros et les vendre sur place. C'est possible qu'il y ait un nouveau marché pour ça. Peut-être pas au début, peut-être pas dès le début, mais c'est possible. Là, c'est franchement possible. Et donc moi, c'est pour ça, voilà. C'est comme ça que je ferai pour mettre en place ce nouveau système. Et au début, la transition, comme toutes les transitions, il y aura un peu de... Ça va pas se faire giga fluidement, mais je pense que si on prend une vision long terme dans le futur, 5 à 10 ans, je pense que c'est ce qu'il faut faire pour préserver le legacy et pour préserver ces formats éternels. Je pense que c'est ce qu'il faut faire et c'est ce qu'il y a de mieux en fait pour le format, pour la popularité du format et pour également d'une manière un peu comme les vieux jeux, conserver les ROM, les archiver, avoir la même chose en fait pour le tournoi. Et pour ça, il faut rendre, comme pour les ROM, le libre téléchargement des ROM pour les jeux rétro, la libre proxyisation pour les tournois. Parce que par exemple, moi, là, il y a un très bel exemple qui se fait en ce moment. Il y a un Team Trio qui a été organisé par Wizard of the Coast. Pas du tout. Qu'est-ce que je dis Wizard of the Coast? Par MTG Gun. MTG One, plutôt. J'ai envie de dire MT Gun, en fait, ce serait plutôt comme ça. Un Team Trio qui est en Vintage, Legacy et DC, qui est en full proxy. Et pour moi, c'est incroyable. C'est la première fois que je vais pouvoir jouer en papier, en vintage, pour un vrai tournoi, avec des vrais prix. Moi, je trouve ça incroyable, quoi. Et c'est comme ça qu'on peut faire revivre des tournois comme des mammouths préhistoriques. Je pense que c'est comme ça qu'on peut faire revivre et relancer de l'intérêt pour ces formats qui sont oubliés à cause des barrières de prix, quoi. Voilà. Donc, j'ai plus ou moins dit tout ce que j'avais à dire. Ça fait quand même un bon bout de temps que je parle. Alors, je vais regarder. Ah oui, 52 minutes, ma foi. Mais en tout cas, j'espère que, j'ai vraiment été très complet sur tout ce que j'ai dit. Donc, laissez-moi, je sais que la plupart des gens, quand j'ai posté ça, mon article en anglais sur Reddit, qui n'était pas aussi complet parce que j'avais pas encore la vision complète du projet, mais bon, je l'avais à 90%. Les retours étaient extrêmement positifs. Et on peut voir, il y a beaucoup de commentaires qui disent, grâce au proxy, c'est comme ça que j'ai repris le format et que j'ai continué à jouer. Et moi, ça me fait super plaisir, ça. Et moi, j'en fais partie de ces gens-là. C'est grâce au proxy que je suis encore là et que je joue encore au Legacy. Et c'est un format qui est incroyable. Donc, j'aimerais partager cette expérience au plus de gens possible. Et donc, voilà. J'espère que vous avez apprécié. Donnez vos commentaires. Et j'espère que vous allez, comme moi, vous bouger un peu. Et promouvoir, en gros, propagander le Legacy aux nouveaux joueurs. Parce que franchement, ils le méritent. Ce format le mérite. Merci à tous. Et à une prochaine vidéo, I guess.